Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Business. Alors aujourd'hui, je vous demanderai qu'une seule chose, qui est celle d'attacher vos ceintures car nous allons nous envoler dans l'univers de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous allons nous atteler sur des points intéressants, surtout si vous êtes du genre à vous intéresser au business, au monde des affaires et à l'entrepreneuriat. Et nous le ferons aujourd'hui sur ce plateau avec monsieur Emmanuel Liambouchi, il est entrepreneur, mais également coach. En attendant, je vous invite tous à suivre ce reportage. Et je vous donne rendez-vous juste après sur ce même plateau. Encore un autre numéro à parler de l'entrepreneur et de son monde. Mais attention, car aujourd'hui, nous resterons sur deux points précis et en même temps intéressants. Nous commencerons par le sens même de l'entrepreneuriat en passant par les avantages ou encore l'utilité de se former en entrepreneuriat. Puis, nous finirons en nous attardant sur les difficultés énormes que rencontrent les entrepreneurs face aux accès au crédit. Alors, si vous êtes entrepreneur ou futur entrepreneur, ce numéro de Mon Business est pour vous. Allez, de retour sur ce plateau pour parler de l'entrepreneuriat et de nos différents points épinglés. Spécialement pour ce soir, ça sera avec monsieur Emmanuel Liambouchi. Bonsoir et bienvenue sur notre beau et joli plateau. Merci Madame Leila. C'est vraiment bien. un plaisir de vous revoir après tant d'années et après tant de moments que nous ne sommes pas vus, étant à l'étranger, à Kinshasa. Donc c'est vraiment un plaisir. Le plaisir est partagé, monsieur Emmanuel. Dites-nous, on parle de l'entrepreneuriat aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on commence par la définition même de l'entrepreneur. C'est quoi un entrepreneur? De mon point de vue personnel, un entrepreneur est une personne qui doit avoir suffisamment de compétences de vivre en dehors du système. Okay. Ça veut dire capable de s'adapter, de s'améliorer et capable de travailler différemment que le système. Okay. Ce qui est contrairement à ce que nous constatons aujourd'hui. Tous les entrepreneurs sont tous entrés dans une sorte de méthodologie du système et qui n'arrivent plus à s'en sortir. Certes, il y a beaucoup de difficultés que les entrepreneurs rencontrent, tant dans le fond tout comme dans la forme. Dans le fond, déjà, au niveau, je peux parler de certains éléments comme au niveau de sa formation de l'entrepreneur, au niveau de son accès au crédit, au niveau de sa rédaction du projet du business plan, parce que il y a tant de coachs, tant de formateurs, et chacun a son modèle de business plan. La formation, vous faites bien d'épingler ces sujets, mais j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Vous avez parlé de système, vous avez évoqué le mot système. Comment comprenez-vous ce système? Comment définissez-vous le système? Le système, c'est que je parle plus de système, c'est notre panel économique du pays. Notre panel économique du pays n'émet pas des escaliers nécessaires qui permet à un jeune de quitter d'un point A à un point B. Ça veut dire, elle est construite de manière de vous pousser à avoir plus une cabine au coin de l'avenue, d'avoir plus une moto, de vous limiter là, d'avoir plus un petit shop au coin de l'avenue pour vendre des unités, et c'est fini. Mais ce panel, parce que ce système n'est pas construit pour permettre aux Congolais d'aller en avant. Le système d'aujourd'hui, si vous constatez, à 99%, le marché économique privé, du secteur privé est géré par les étrangers, disons, donc confrères de notre nationalité. Dû simplement parce qu'ils ont compris le système et ils sont passés à côté du système. Okay. Donc, c'est qu'il y ait des difficultés d'accès à l'information déjà aux Congolais. Pour sortir du système, il faut comprendre, il faut avoir l'information. Il faut avoir l'accès à l'information. Il faut avoir l'accès aux compétences nécessaires. Et il faut avoir accès à certains éléments qui vous empêchent. Par exemple, je donne un exemple concret. Le fonds promotionnel de l'industrie met de sérieux avantages pour les Congolais. Il y a combien de Congolais qui accèdent à ces avantages? Et de quelle classe sociale, au fait? Parce que là, on dit on a 3 classes sociales. Le premier, le milieu et le fond. On commence même à nous classifier en classes sociales. Comme si on était des animaux. Donc, désolé, je n'entre pas dans d'autres éléments. Donc, et quelle est cette personne de cette dernière classe sociale qui a fait ses études et qui s'est retrouvée devant la scène de la classe sociale? Même quand on vous donne des récompenses étant avoir consommé beaucoup des unités, on vous donne en francs congolais. Qui va vous donner le tout en dollars en vous disant qu'on vous donne $1 million? Tout on vous donne 1 million de francs congolais. Et le Congolais de son coin, il se rend pas compte qu'il est dans le système et on lui donne uniquement que $1000. Le système qui, selon vous, est mal construit. Le système est construit encore sur une mentalité ancienne, une mentalité coloniale.
Ça veut dire, comme je pense que je reviens dans ces années auxquelles il y avait des évolués, des personnes qui ressemblaient aux blancs, qui arrivaient à classer les habits comme les blancs, qui arrivaient à s'habiller comme les blancs, et il y a des autres qui n'étaient pas des évolués, qui devaient recevoir les miettes qui tombaient de ces coloniaux, disons, de ce système colonial et de ces évolués. Nous sommes encore en train de tourner de là. Parce que jusqu'à présent, nous sommes dans un système auquel les jeunes Congolais ne se sont pas encore épanouis. Okay. La jeunesse congolaise, qui représente presque 80% de la population, n'a pas encore trouvé sa place. Et vu qu'il ne trouve pas sa place dans l'économie, c'est parce que là, vous sentez que les bonnes volontés se sont engendrées en formant les jeunes. Mais dans cette formation, quel est le niveau de formation qui est en train d'être donné? Dans quelle matière? Parce que je peux vous prendre aujourd'hui, je vous envoie dans une école auquel je ne paye pas les Minerval. En fin de compte, même toutes les matières que vous avez reçues, on vous chasse de l'école parce que vous n'avez pas le Minerval. Est-ce qu'être formé en entrepreneuriat, c'est une mauvaise chose? Non, c'est une excellente chose. Mais le problème, c'est être formé pour aller où? Ok. Le problème, c'est... Le général Sun Tzu a dit... On sent que vous avez quelque chose à reprocher au centre de formation. Non, je ne suis pas en train de reprocher. Je suis en train d'amener une valeur ajoutée. Okay. C'est ça vraiment mon approche. Une valeur ajoutée dans le sens auquel les formateurs devaient être en coordination avec ces structures d'État, avec ces structures d'aide de jeunes. Le président de l'Association nationale de banques en 2010 a dit que les difficultés d'accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises, pour les entrepreneurs, sont dues à, premièrement, le taux élevé que met la Banque centrale à leur tête. Ça veut dire que les capitaux mis à disponibilité à leur niveau ne leur permettent pas de pouvoir aider les entrepreneurs. Deuxièmement, pour avoir du crédit au Congo, pour un entrepreneur, vous avez été formé, je respecte tout cela, vous avez les compétences. Je respecte parce qu'il y a des avantages à se faire former. Oui, il y a des avantages. Oui. Nous allons le voir un peu plus tard. Continuez sur votre lancée. Il y a des avantages parce que, je reviens d'abord sur ma pensée. Vous avez été formé, vous avez les compétences, vous avez la valeur ajoutée. Ça veut dire vous avez l'idée avec vous. L'idée, c'est l'élément principal. Maintenant, il vous faut les moyens pour réaliser ce projet. Donc, il faut accéder à des capitaux pour accéder à ce projet. Vous le soumettez à une banque, et une banque vous dit, selon la procédure de crédit de chez nous, il faut avoir des garanties, il faut avoir ça, il faut avoir ça. Vous venez peut-être qu'il y a des enfants riches, chez eux, ils peuvent se porter garant. Peut-être qu'il y a des jeunes comme vous et moi, ou comme les autres, qui n'ont pas grandi avec des courrières en or à la maison, qui peut aller prendre et laisser en gage. Et alors, dis-moi, quelqu'un qui a un projet comme ça, et il se trouve qu'il ne peut pas accéder à un crédit de 5 000 $ pour réaliser son petit supermarché et en vente parce qu'il n'a pas de gage. Ok. Donc, si je comprends bien, pour vous, les centres de formation liés à l'entrepreneuriat devraient travailler en synergie avec les bailleurs de fonds, avec ces structures-là qui sont aptes à aider les entrepreneurs, les nouvelles entreprises, les startups. Je pense que l'objectif même d'un centre de formation, c'est une mise en relation. C'est une mise en relation. Lui-même, eux-mêmes étant que centre de formation, doivent être suffisamment outillés en termes de réseau, en termes de coopération avec les banques, en termes de coopération avec les institutions publiques tout comme privées, partenaires privés tout comme partenaires publics, dans ce panel de formation. Ça veut dire accorder la parole à ces structures-là, lors de la formation, qui puissent expliquer à la personne en disant que c'est bien, vous avez été formé, mais voici ce que nous mettons avantage pour vous étant qu'un jeune entrepreneur. Okay. Parce que c'est ce que les gens n'ont pas. Il y a un problème sérieux dans notre pays, c'est l'accès à l'information. Il y a plus d'accès à l'information à savoir quel concert il y aura demain. Il y a plus d'accès à l'information à savoir quel est le meilleur bar du coin. Parce que si vous sortez ici, devant chez vous sur le boulevard, vous demandez quel est le meilleur endroit que je peux prendre un bon café, on va vous expliquer facilement. Donc, l'accès à l'information qui est essentiel, je peux dire qui a du potentiel. L'information qui a du potentiel, qui est une graine pour la jeunesse, n'est pas disponible, n'est pas accessible.
c'est à ce moment que ça pose sérieusement problème. C'est à ce moment auquel nous sommes en train de vivre dans un système qui est complètement fermé. Complètement fermé. Ça veut dire, vous sortez de l'école, vous allez dans un centre de formation et vous devez payer pour être formé. Pendant que ce temps, non seulement vous payez, mais après rien ne vous garantit que vous allez décoller et puis fonder votre propre entreprise. En gros, vous êtes né, on vous a créé un oiseau sans des ailes. Okay. Donc, on ne vous donne pas la possibilité de voler aussi haut que possible. Tout le monde veut voler haut. Tout le monde veut aller loin. Toutes les coachs le disent, il faut aller loin, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais avoir les compétences, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir les opportunités. Et les opportunités, ça fait créer. Vous créez une opportunité en mettant un projet en place. Mais aussi, il faut que le système en place, le panel en place vous permette de dépasser. C'est comme si je quitte du boulevard, je vais arriver à la gare centrale et il y a un bouchon, il y a un véhicule qui a fait l'accident. Je ne sais pas atteindre mon objectif parce que il y a un bouchon là. C'est ce bouchon que j'appelle le système social de notre pays. Okay. Ce système est pas dû... J'ai vu des efforts avec le gouvernement en place. Ça, c'est vraiment très encourageant. En vouloir pousser les entrepreneurs, vouloir aller loin avec les entrepreneurs. Mais pour moi, de mon point de vue, ils devaient se retrouver là où... Aller se mettre les pieds dans l'eau. Où se trouvent ces jeunes. Si on forme les entrepreneurs, statistiquement, je peux dire qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau de 1000-1500 personnes formées. Si je réunis tous ces centres de formation. Mais on a toujours de colonnes au coin de l'avenue qui ont besoin de formation. À quel moment, selon vous, la formation dans l'entrepreneuriat doit avoir lieu? C'est la question la plus capitale. C'est la clé même de la réussite d'un État. Est-ce qu'il faudra attendre que l'individu finisse ses études et puis se retrouve au chômage sans savoir où aller? Je pense que la formation devait commencer au niveau de l'enseignement. Okay. C'était le ministère de l'enseignement primaire. Donc, à l'école. À l'école. Donc, déjà quand vous êtes en 6e primaire, en 5e et en 6e primaire, vous devez déjà commencer à avoir des panels de formation qui vous poussent déjà à rédiger des petits trucs. Des projets. Des petits projets, d'avoir des initiatives. Qu'on vous pousse à... Parce que l'objectif d'un entrepreneur, c'est avoir une initiative qui est en dehors du système, qui sera une valeur ajoutée du système. C'est ça l'objectif d'un entrepreneur. Ce n'est pas de venir de dire, je viens m'asseoir pour vendre le matembele. Non. C'est toujours une valeur ajoutée. C'est toujours être une valeur ajoutée. C'est ça le rôle d'un entrepreneur. Et nous sommes dans une économie en pleine mutation, en plein mouvement. L'économie n'est jamais stable. Alors, les personnes qui seront s'adapter, c'est parce que vous voyez que la monnaie congolaise n'est pas extrêmement stable. Je reviens sur votre question pour que nous restions sur le sujet. La formation au niveau du 6e primaire et du 6e matin est fondamentale parce que c'est à ce moment-là que l'enfant a encore la tête vide. L'enfant a encore la tête vide. Il a encore de l'énergie. Il a encore de l'énergie. Il n'a pas encore ces histoires de dire que je vais m'asseoir toute la journée en train de suivre le foot ou que je vais m'asseoir toute la journée en train de suivre Novelas. Et quand ça monte maintenant, ça le suit vers les études d'orientation, vers quand il fait la biologie-chimie, vers ces études d'orientation, que déjà de là, l'État et les équipes de formation, le groupe de formateurs commencent déjà à les orienter, à apprendre déjà à bien rédiger un programme, un projet. À ce niveau-là, la personne n'aura plus de problème. Parce que ce qu'on ne se rend pas compte, l'État vous reconnaît responsable quand vous avez 18 ans. Vous êtes responsable de vos actes. Vous êtes responsable, vous pouvez avoir un emploi quand vous avez 18 ans. En dehors de 18 ans, c'est ce qu'on appelle le stage d'apprentissage. C'est ce que dit le code de travail, si je ne me trompe pas. Donc, quand vous avez 18 ans, aujourd'hui, vous devez chercher de l'emploi. Quand vous allez à l'institution où on vous demande de prendre de carte comme chômeur, on vous demande de payer. Je viens de finir l'école. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien du tout. Et je dois payer encore pour avoir ma carte de chômeur. Okay. Vous voyez un peu comment le système ne vous permet pas. C'est-à-dire même l'État ne veut pas te reconnaître comme chômeur. Donc, l'État ne veut pas. Donc, même le système en elle-même est construit pour le moment, ne peut pas nous permettre à avancer. Okay. Parce qu'il devait y avoir de cartes d'entrepreneur. Le guichet unique
devait avoir des allégements structurels pour les personnes, pour les startups, des gens qui n'ont rien du tout, qui ont tout ce qu'ils ont, c'est les compétences intellectuelles. En quelle place, dans cette République, nous faisons de la place aux compétences intellectuelles, au fait? À quel moment on respecte les compétences intellectuelles? À quel moment nous donnons de la valeur aux projets intellectuels dans ce pays? Parce que j'ai eu à être à l'étranger, au Kenya, avoir juste une idée, il y a toutes des mouches qui vous suivent. J'ai eu à être en Ouganda, j'ai eu à être à l'étranger. C'est différent d'ici. Voilà. Donc, si vous allez au Kenya, 90% de gens qui ont vraiment de la monnaie, qui touchent vraiment de l'argent, ce sont des privés, et puis des jeunes Kenyans. Pourquoi? Parce que l'État a construit un système qui facilite ces jeunes-là à pouvoir sortir de cette pauvreté. Nous ne sortirons jamais de la pauvreté qu'avec la formation. Nous avons le coltan, nous avons des lithium, nous avons tout ça de ressources. L'État peut sacrifier $1 milliard en mettant à la tête de 1000 jeunes auxquels il sélectionne, comme le fait. J'en profite pour dire quelques mots à nos sœurs et à nos frères qui sont à l'est du pays, que ça brise le cœur de voir des femmes, des enfants transportés dans ces conditions-là. Et dans un pays auquel des ressources naturelles sont carrément presque illimitées. Auxquelles les gens envient, vous envient. Mais nous-mêmes, notre programme de déplacement, des déplacés de guerre, nous n'avons pas. Vous sentez que le système, il y a encore quelque chose qui bloque dans le système. Nous ne devons pas attendre que les autres nous tendent la main. Mais vous avez parlé de fonds que l'État devrait mettre à la disposition de ces jeunes entreprises. Il y a de fonds et il y a de ces entrepreneurs, de ces petites entreprises qui en bénéficient. Je suis d'accord avec vous, mais vous pensez que c'est une goutte d'eau le principe d'intangibilité pour moi, c'est les statistiques. Je suis un professionnel. C'est les statistiques. Quand je répertorie des entreprises, vous me disiez, quand je regarde l'entreprise, par exemple, je vois que déjà que c'est une entreprise qui a déjà été créée, qui est déjà existant, et je respecte ça. Je respecte le DG de l'entreprise, je respecte le fonds. Pour moi, c'est des petites entreprises qui se créent. Ces jeunes-là, quand ils arrivent à créer plus de petites moyennes entreprises. Par exemple, je donne un exemple concret. Qui livre des papiers duplicataires? Des papiers que l'État imprime. Qui est son producteur? Qui est le producteur des autres? C'est ce que je reproche aux autres entrepreneurs qui ont aussi des entreprises qui ont réussi. Les papiers que eux ils achètent pour imprimer les documents, ainsi de suite dans leur bureau. Ils achètent chez qui? C'est dans ce but que je demande que la mise en relation est importante. Qui est un entrepreneur et qui ne l'est pas? Qui fait quoi dans l'entrepreneuriat et qui ne le fait pas? Donc, selon vous, c'est l'une des difficultés qui empêche l'accès au crédit aux jeunes entreprises. L'accès au crédit, d'abord, c'est un problème d'organisation interne. Les entrepreneurs n'arrivent pas à s'organiser. Le même niveau avec les centres de formation. Ils n'arrivent pas à s'organiser entre eux. Parce que si vous prenez un business plan que vous propose un autre centre de formation, vous prenez l'autre business plan qu'organise les autres, tout le monde vous dit qu'il est prêt à donner la formation. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Qu'il faut former. Mais il ne faut pas créer un cercle vicieux des formations qui ne décollent pas. Parce que ça ne sert à rien que je paye à un enfant les études pour que demain, que cet enfant me dit que je le vois, n'ait pas utilisé les compétences qu'il a en lui. C'est dans ce but que je demande aux centres de formation de changer l'approche, le regard. Parce que le professeur d'Harvard a écrit dans le livre La valeur des idées, il a dit, le problème, c'est parfois l'angle que vous regardez les choses. Peut-être que le gouvernement, l'angle que lui nous regarde, c'est comme ces sujets qu'il gère. Pour que le gouvernement comprenne que ces sujets ne comprennent pas ce que lui il est en train de faire, il faudra que l'angle auquel celui qui est en bas regarde au-dessus puisse venir vous dire, vous voyez, quand nous on vous regarde en bas, on vous voit avec une grosse tête. On vous voit avec des lunettes.
Le général Sun Tzu a écrit dans le livre L'art de la guerre, il dit un truc, vous ne saurez pas vous battre avec celui qui se trouve au-dessus de la montagne. Pourquoi? Parce que celui qui est au-dessus détient déjà toutes les possibilités de vous voir venir. Et c'est le système établi par nos confrères qui sont venus de l'étranger. Ils se sont tellement organisés à avoir tous les secteurs d'activité pour vous empêcher d'aller dans ces secteurs d'activité. C'est que je respecte, c'est intellectuel. C'est vraiment, c'est avoir beaucoup de temps de faire des analyses, c'est vraiment être un bon économiste, un bon homme d'affaires. Ils se sont organisés de manière à avoir ce système et à boucler le réseau de manière que ça soit eux qui livrent les sardines, ce soit eux qui viennent avec les mpiodi, ce soit eux qui sont producteurs de savon, que ce soit eux qui soient producteurs de transport de manioc, ils sont dans toutes les activités auxquelles vous êtes en mesure de le mettre au service de petits entrepreneurs. Sur ce plateau, j'en ai suivi des grandes dames, de grands messieurs qui sont venus, qui sont producteurs de certains produits alimentaires. Leurs produits, est-ce que l'État le prend? Et je vais vous dire, je vais aller loin. Je connais une dame que je respecte beaucoup, Madame Thérèse Bokoli, qui fournit le maïs au programme alimentaire mondial. Okay. Vous imaginez, le Congo fournit le maïs au programme alimentaire mondial à travers ses propres entreprises. Donc, ça veut dire, cela s'explique que ils ont besoin de nous, mais on ne nous donnera jamais les clés. De la liberté qu'on veut dans le domaine de l'entrepreneuriat, on ne nous le donnera pas. Il faut qu'on l'arrache. Et pour l'arracher, on doit arriver à s'organiser entre nous. Étant que PDG d'entreprise, étant que coach, personnellement, je trouve hilarant de regarder quelqu'un ouvrir une cabine et dire « je fais 10 ans avec ma cabine ». Et tu es toujours dans la cabine. C'est pas ça le principe de la croissance. Le principe de la croissance, c'est né que vous étiez au point A, vous êtes allé au point B, vous êtes au point C, et puis vous allez au point D. Vous avancez. Personnellement, moi... Vous travaillez dans ce sens? Je travaille... Donc, c'est ma méthodologie de travail. Ça veut dire que si je dois vous amener à un projet, que vous devez évoluer dans votre projet, il faut que je m'assure d'abord que la rédaction de votre projet respecte le principe d'intangibilité de financement bancaire. Okay. Deuxièmement, et puis je vous aide à faire la mise en relation. Ça veut dire, je vous fais rencontrer un partenaire et je vous donne des éléments à le convaincre de pouvoir. Personnellement, je vais vous dire un truc. J'ai rédigé un projet qui est en cours d'exécution. Vous en avez vu des images que je vous ai même envoyées en privé. Le projet, ça demande un capital de plus de 2 milliards de dollars que je n'ai pas en termes de matériel, en termes de logiciel, en termes de tout ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris contact avec des entreprises qui ont des capitals au-delà de ça. Et je les ai demandé que nous travaillions en coopération. Et ces entreprises, on a eu à échanger longtemps dans des réunions sur Zoom. Et après avoir lu le projet, ils ont trouvé que le projet était acceptable et très ambitieux. Okay. Et puis ils ont dit, on vous suit. Quand une entreprise de cette taille vous dit, je donne des exemples de sa taille, comme Google vous dit, je vous suis. C'est à vous maintenant de vous préparer. La planification, l'organisation, la gestion stratégique et le calcul de risque d'investissement. Ça, c'est votre travail. Pour faire en sorte que lorsque ils prennent l'avion, ils viennent pour investir dans votre projet, ils apportent des éléments complémentaires dans votre projet, que vous soyez à la hauteur. C'est l'avantage de la formation. Et jusqu'ici, vous avez réussi à lancer combien d'entreprises? Jusqu'ici, personnellement, j'ai une entreprise. Et mon entreprise travaille en coopération avec d'autres entreprises. Ce que je préférais, ce n'est pas simplement de lancer des entreprises. Vous voyez, c'est bien de lancer une entreprise, mais c'est mieux de prendre quelqu'un qui a une idée, de le mettre au milieu de ceux qui ont déjà des idées, de le laisser s'enrichir. Et puis à ce moment qu'il s'est enrichi, et puis à ce moment, il peut sortir seul. C'est dans le moment que nous avons commencé avec Global Développement Ressources Humaines, avec la primature, avec l'ex... Ça ne va pas un peu en contradiction avec vos principes? Non, les principes, ça ne va pas en contradiction avec les principes, parce que le problème avec le Congo... Parce que vous avez dit qu'un bon formateur, un bon centre de formation doit travailler en synergie avec les structures d'accompagnement financier. C'est ce que je dis, les structures d'accompagnement financier sont avec nous. Je connais l'FPI.
lorsque même nous avons organisé de structures qui étaient Makutano, excusez-moi, nous étions là, nous étions avec les FPI et tout ça. Ça veut dire que tous les avantages qu'ils mettent en place, vous le mettez à la tête de la personne auquel vous travaillez avec lui, auquel vous apprenez. On apprend mieux dans la pratique que dans la théorie. Parce que vous disiez à quelqu'un, vous voyez, si vous voulez importer du sardine, voilà la société qui produit des sardines en Europe, c'est un tel. Le coût de transport, c'est autant. Mais voilà, c'est lui qui peut vous aider en termes de coût de transport parce que lui transporte déjà. Vous pouvez transporter avec lui et le coût de transport, lors après la vente, c'est à ce moment que vous pouvez payer le coût de transport. Et le FPI et toutes ces institutions mettent des avantages pour certains types d'investissements. Parce que ce n'est pas tous les investissements qui sont en train de prendre en charge, auxquels ils font des allégements fiscaux. Non. Il y a des investissements qui sont communautaires aussi. Par exemple, vous voulez installer un grand panneau électrique pour une zone auquel il n'y a pas de courant. Là, on comprend que ce sont des projets communautaires. Donc, il faut comprendre aussi comment ces structures fonctionnent. C'est quoi les lois qui les accompagnent? C'est quoi leurs objectifs? C'est à ce moment-là que quand vous formez les jeunes entrepreneurs, vous leur mettez ça à la tête. Pas simplement leur donner la matière, comment rédiger un business plan, parce que c'est ce que j'en ai entendu. Comment être un leader. Les qualités à renforcer. Un leader, il y a une différence entre... Beaucoup de gens adorent les titres. C'est ça le défaut que j'ai constaté. Les titres n'ont aucune importance sans le travail. La différence entre un boss et un leader, le boss s'assoit, croise les bras et il demande aux gens d'aller faire le boulot. Il est en train de boire sa bouteille de champagne. Alors qu'un leader, il est en tête des listes. Un leader, lui-même, a les deux pieds dans l'eau. Le deux pieds dans la boue. Ce qu'on devait apprendre plutôt aux gens, c'est d'avoir un bon leadership. Or, vous n'aurez jamais un bon leadership sans une discipline. Ça veut dire, c'est comme vous voulez devenir pasteur et vous adorez les bars et vous adorez les boîtes. Plus que vous voulez monter, plus que ça vous demande certaines exigences. Plus que vous voulez monter dans la vie, plus que ça demande des exigences. Des exigences en termes personnels, des exigences en termes d'habillement, des exigences en termes de mots que vous devez employer, des exigences en termes de savoir négocier un contrat. Parce que vous n'entrez pas dans le bureau de quelqu'un qui a un projet et vous commencez directement à lui dire monsieur, j'ai un projet que je viens chez vous soumettre. Non, la personne n'aura pas le temps de vous écouter. Mais lorsque vous arrivez dans le bureau de quelqu'un et puis vous lui dites monsieur, j'apprécie beaucoup le travail que vous faites dans la vie et je suis là personnellement d'abord pour vous dire que je suis fier de vous et que pour moi vous êtes un exemple. Mais cependant, dans ce même passage, j'aimerais un peu m'enrichir avec vous en vous soumettant un peu cette idée. L'approche, elle est différente. Ça veut dire que votre capacité intellectuelle ne suffise pas pour réussir dans la vie. Il y a aussi de la sagesse, de la discipline personnelle que la personne doit avoir. C'est parce que là que quand ces gens qui forment des entrepreneurs, ces confrères, ces frères, ces dames qui forment des entrepreneurs le forment, ils doivent avoir suffisamment d'informations. Pas simplement aller sur Google, taper entrepreneur, prendre toutes les syllabis et faire un autre syllabis. Mais on est bien d'accord que vous, monsieur Emmanuel, vous formez également des entrepreneurs. Personnellement, je forme des entrepreneurs. Et s'il y a une personne qui est intéressée par vos dires, par vos principes, vous appelle, entre en contact avec vous, suit vos formations, est-ce que cette personne est garantie d'être accompagnée derrière? D'accompagnement financier derrière? Je peux, si le principe d'intangibilité de son projet sont finançables, il sera accompagné. Parce que le problème, ce n'est pas d'avoir le projet. Je vous donne un exemple bidon. Je peux avoir le projet de ramasser des babouches, de la gomme qu'on jette dans la rue. Et je me dis, je peux transformer cette gomme à une autre chose. L'idée est bonne. Maintenant, il faut la rendre finançable. Quand on dit un projet est finançable, la grosse définition, c'est dit, on gagne quoi? Quand on met 1 million, on gagne quoi? On revient encore sur le sujet que nous avons déjà abordé, l'accès au crédit. Déjà dans une banque, quand vous soumettez votre projet, et le projet, on vous dit, qu'est-ce que vous avez comme garantie?
C'est parmi les difficultés que Les difficultés que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs. Hormis le fait de passer s'unir voilà. et tout ça. C'est parce que là, vous voyez qu'aujourd'hui, 80%. Quand on dit que les Congolais n'ont pas l'esprit d'initiative, je trouve que ce n'est pas sérieux. Parce que s'il n'y avait pas l'esprit d'initiative, il n'y aurait pas autant de cabines dans la rue. Ok. Il n'y aurait pas autant de cabines dans la rue. Voilà, il n'y aurait pas autant de... Oui, il n'y aurait pas autant de vendeurs de crédit dans la rue. En tout cas, on les respecte. Il n'y aura pas vraiment autant de vendeurs de crédit. Ça veut dire qu'ils ont envie de faire quelque chose, mais le système ne leur permet pas d'évoluer. Merci à vous, Merci, Monsieur Emmanuel, madame, d'avoir été avec nous. Et merci à vous tous d'avoir été depuis le début de cette émission jusqu'à la fin. Si cette émission vous a intéressé, si les dires de notre coach de ce numéro vous a intéressé, il vous suffit juste d'entrer en contact avec nous au numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. Et nous, à notre tour, nous nous chargerons de vous mettre en contact avec le coach du jour. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien. Bonsoir. Bonsoir.